Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 18 août 2025 et hier soir on a eu une nouvelle vignette très intéressante de la part de Bayley. On a eu de nouveaux matchs annoncés pour Clash in Paris et on a Naomi et Jimmy Uso qui nous annonçaient une très bonne nouvelle. Mais donc juste avant de passer au résultat, je rappelle que je ne serai pas là ce week-end car je vais à Londres afin de voir 4 shows de catch dont AEW Forbidden Door. Donc il n'y aura pas de review de SmackDown ce week-end, mais par contre je vous ferai un petit résumé de SmackDown dans la prochaine vidéo résultat de Raw. Et à côté de ça, il y aura une vidéo pronostic de Forbidden Door qui va sortir demain ou après-demain, donc mercredi ou jeudi. Et quand je vais rentrer de mon voyage, bien entendu, il y aura un méga vlog sur tout mon week-end à Londres. Et donc c'est parti, hier soir le show démarre avec l'entrée de The Vision. Donc le clan de Seth Rollins monte sur le ring. Et pour info, hier soir on était à Philadelphie, donc la maison de la ECW, l'une des fédérations avec laquelle j'ai grandi. Et donc là forcément vous avez Paul Heyman qui fait un petit speech pour nous dire qu'ici il est à la maison. Et ici il n'est pas en God Mode, il n'est pas en mode Dieu, mais il est Dieu. Puis Paul Heyman nous présente ses 3 clients, et là vous avez Seth Rollins qui s'apprête à parler, mais directement il se fait interrompre par l'entrée de Jey Uso qui débarque à travers la foule. Et là en gros vous avez Jey Uso qui nous dit qu'il en a marre d'écouter The Vision parler et menacer sa famille, et il nous rappelle également qu'il affrontera Bron Breakker plus tard lors du main event du show. Et là c'était assez marrant car vous avez Seth Rollins qui veut motiver Bron Breakker pour le main event, donc il dit à Breakker que Jey Uso est en train de critiquer sa famille, Jey Uso est en train de dire que sa famille est au-dessus de celle de Bron Breakker, et il est en train de dire que l'oncle de Bron Breakker est un con et que tous les membres de sa famille sont des gros sacs. Et là vous avez Bron Breakker qui n'en peut plus, à un moment il veut quitter le ring pour attaquer Jey Uso, mais au final Seth Rollins, Bronson Reed et Paul Heyman le retiennent, mais c'était assez marrant de voir comment Seth Rollins a commencé à insulter toute la famille de Bron Breakker en disant que c'est ce que voulait dire Jey Uso. Puis vous avez Paul Heyman qui intervient pour nous rappeler qu'à l'époque de la ECW, on réglait ce genre de situation dans le bingo hall, dans des matchs sans disqualification. Donc en gros il veut un match violent lors du main event, et il cite également quelques grandes stars de la ECW comme le Sandman, comme Rob Van Dam, comme Sabu, ou encore il nous dit le regretté Tommy Dreamer. Il précise que Tommy Dreamer n'est pas mort, mais il devrait l'être. Donc petit pic, petite balle perdue de la part de Paul Heyman envers Tommy Dreamer. Et là vous avez Jey Uso qui répond: écoute c'est parfait, car la seule stipulation dont j'ai besoin ce soir, c'est un Extreme Rules match. Ensuite, on va enchaîner avec Io Sky contre Raquel Rodriguez accompagnée par Roxanne Perez, mais d'abord, juste avant de faire son entrée, Io Sky tombe sur les Kabuki Warriors en coulisses, et on rappelle que la semaine dernière, Asuka s'était énervée contre Io Sky et elle avait violemment repoussé. Donc là c'est tendu pendant quelques secondes, mais d'un coup vous avez Asuka qui s'excuse pour ce qu'elle a fait la semaine dernière, et vous avez Kairi Sane également qui intervient pour demander à Io Sky si elle a besoin d'aide ce soir, car les Kabuki Warriors seront toujours là pour couvrir ses arrières. Et Io Sky répond qu'elle sait très bien que Asuka et Kairi Sane sont là pour elle, mais elle doit se débrouiller toute seule, elle doit faire ce qu'elle a à faire toute seule, comme l'a fait Asuka à une époque. Et donc là, il n'y a pas de souci, les Kabuki Warriors comprennent totalement son choix, et donc au final, apparemment, c'est bon, tout va mieux entre les anciens membres de Damage Control. Maintenant, le problème, c'est que Io Sky affronte une membre de Judgment Day, donc forcément, pendant le match, Roxanne Perez est intervenue pour aider Raquel Rodriguez, ce qui fait que vers la fin du match, Io Sky a dû se débarrasser de Roxanne avec un dive, et ensuite, un peu plus tard, elle a réussi à porter son moonsault sur Raquel Rodriguez pour la victoire. Mais attention, après le match, vous avez Raquel et Roxanne qui attaquent Io Sky et qui s'acharnent sur elle. Et là, les Kabuki Warriors ne font pas leur entrée pour aider Io Sky, mais à la place, c'est Mami Rhea Ripley qui fait son entrée pour se débarrasser de Raquel et de Roxanne. Donc là, on sent vraiment un rapprochement ces dernières semaines entre Mami et Io Sky, et justement, quelques minutes plus tard, on les retrouve en coulisses. Vous avez Io Sky qui remercie Rhea Ripley, mais là, vous avez les Kabuki Warriors qui débarquent et elles ne sont pas contentes. Et vous avez Asuka qui demande à Io Sky pourquoi est-ce que Mami peut l'aider, mais elles n'ont pas le droit d'aider Io Sky. Mais là, vous avez Mami qui intervient pour dire qu'elle a aidé Io, parce que justement, les Kabuki Warriors n'étaient pas là, elles ne sont pas intervenues. Mais les Kabuki Warriors se défendent en disant qu'elles ne sont pas intervenues parce que Io Sky leur avait demandé de ne pas intervenir. Et donc là, ça commence à vraiment s'embrouiller entre Asuka et Rhea Ripley jusqu'au moment où Io Sky pète un
câble, et là elle commence à gueuler en japonais, elle en a marre, puis elle se casse. Et derrière, à la fin du segment, vous avez Asuka qui dit à Mami de ne plus se mêler de leur business. Et donc c'est très intéressant parce qu'on sent un petit changement de comportement du côté de Asuka et de Kairi Sane qui pourrait tourner heel. Et donc là, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va avoir une rivalité tag team avec Asuka et Kairi Sane contre Io Sky et Mami. Derrière, on a une petite interview de LA Knight en coulisses qui est rapidement interrompue par CM Punk, sauf que LA Knight n'apprécie pas cette interruption. Et là, en gros, vous avez CM Punk qui tente de faire comprendre à LA Knight qu'ils doivent bosser ensemble, au moins jusqu'à Clash in Paris. Mais LA Knight n'a pas l'air d'être sur la même longueur d'onde que CM Punk. Puis on enchaîne avec Penta contre Xavier Woods accompagné par Kofi Kingston et Grayson Waller. Et là, honnêtement, on a eu un match assez similaire au match précédent, car encore une fois, on a eu des interventions de Kofi Kingston et Grayson Waller. Donc vers la fin du match, vous avez Penta qui saute par-dessus Xavier Woods vers l'extérieur du ring sur Kofi Kingston et Grayson Waller pour se débarrasser d'eux. Et quelques instants plus tard, il réussit à placer son Mexican Destroyer sur Xavier Woods pour la victoire. Donc bon, le match était cool, il n'était pas du tout mauvais, mais comme je vous l'ai dit, c'était exactement le même schéma que le premier match de la soirée. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et à côté de ça, je me pose vraiment des questions par rapport à cette association entre le New Day et Grayson Waller. Car peu importe en fait le résultat, par exemple, soit ils vont rester ensemble, soit ils vont se séparer au bout d'un moment et ça va partir, j'imagine, dans une rivalité. Mais peu importe le résultat, en fait, aucune des deux storylines potentielles ne m'intéresse. J'ai pas envie de voir Grayson Waller, que ce soit avec le New Day ou contre le New Day. J'ai plus envie de voir Grayson Waller enfin se lancer réellement en solo. Ensuite, les commentateurs nous rappellent que Dominic Mysterio n'a pas réussi à remporter le titre de la AAA samedi soir lors de Triple Mania, mais il aura une nouvelle opportunité le 12 septembre prochain lors du prochain Worlds Collide où il aura un nouveau match 1 contre 1 face à Vikingo pour le Mega Championship. Et derrière, on enchaîne avec un petit tag team match avec Finn Balor et JD McDonough, accompagné par Dum Dum, contre Dragon Lee et Mr. Iguana, donc justement un catcheur de la AAA. Et donc forcément, vous avez Mr. Iguana qui a fait le show avec la Yaska, puis vers la fin du match, vous avez Dragon Lee qui est en train de dominer, mais là, vous avez JD McDonough qui distrait l'arbitre, et pendant ce temps, Dum Dum qui intervient et qui chope la jambe de Dragon Lee, et donc derrière, ça permet à Finn Balor d'enchaîner avec un dropkick, puis le coup de grâce pour la victoire. Mais ce n'est pas terminé, car après le match, vous avez Mr. Iguana qui vient voir si Dragon Lee va bien. Et là, les membres de Judgment Day attaquent Iguana. Et là, vous avez Dum Dum qui veut faire passer Dragon Lee à travers la table des commentateurs. Mais heureusement, vous avez Vikingo qui sort de nulle part pour sauver Dragon Lee. Et donc là, Vikingo s'occupe de Dum Dum, de Finn Balor et de JD McDonough. Mais au bout d'un moment, Dum Dum se réveille, il chope sa ceinture et il frappe Vikingo avec la ceinture. Et donc au final, le segment se termine avec Judgment Day qui reprennent le dessus. Et Dum Dum qui porte un méga frog splash au champion Vikingo. Et donc bon, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on n'a pas eu Dum Dum double champion après le week-end dernier, mais peut-être qu'on aura un Dum Dum double champion après le 12 septembre. Derrière, on a une petite interview de Becky Lynch qui nous hype son match face à Natalya, qui aura lieu un peu plus tard. Puis on enchaîne avec une nouvelle vignette posée de Bayley. Et cette semaine, Bayley entend des voix dans sa tête. Et en gros, en fait, elle entend sa propre voix qui est en train de lui parler et qui tente de la coacher. Cette voix lui rappelle qu'à une époque, elle était double championne et elle battait des records. Mais dorénavant, elle n'est plus rien. Et cette voix lui promet de la mener vers la bonne direction si elle l'écoute. Mais là, Bayley n'en peut plus, donc elle se bouche les oreilles, elle ne veut plus entendre cette voix. Et pendant quelques secondes, c'est bon, on a l'impression que la voix est partie quand elle se débouche les oreilles. Et donc là, vraiment, elle dit qu'elle ne sait plus où elle est, elle ne sait pas de quoi elle a besoin. Mais d'un coup, on entend à nouveau la voix, et la voix lui dit « Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un câlin ?» Et honnêtement, perso, j'ai adoré le segment, car c'est le genre de segment qui te fait poser des questions par rapport à la suite. Et en plus, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, car la semaine dernière, on avait l'impression que cette voix conseillait à Bayley de reprendre sa dernière gimmick en tant que heel, sa gimmick Ding Dong Hello. Mais là, cette semaine, à la fin, le message qu'elle lui dit, c'est « Est-ce que tu as besoin d'un câlin ?» Et donc le câlin, le hug, ça nous rappelle la première gimmick de Bayley, la gimmick où elle était toute gentille. Du coup, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va reprendre sa gimmick de heel, ou est-ce qu'elle va redevenir la toute première Bayley gentille, ou peut-être qu'elle va redevenir la toute première
Bayley gentille, mais en tant que heel, il y a plein d'options différentes, mais surtout là où je suis curieux, c'est de voir comment est-ce qu'elle va le jouer lors des prochaines semaines. Est-ce qu'elle va tout simplement changer de gimmick, ou est-ce qu'on va rester sur ce délire de temps en temps elle entend des voix, donc un petit côté limite un peu psychopathe ou un petit peu de folie où elle perd la tête. Je me dis que ça pourrait être très intéressant, mais il faut voir comment ça va être raconté en gros lors des prochaines semaines. On enchaîne avec Becky Lynch contre Natalya, accompagnée par Maxine Dupri et Akira Tozawa. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis quelques mois, Natalya catch en dehors de la WWE. Elle est notamment apparue du côté de la GCW lors des shows Bloodsport, ou encore du côté de la NWA. Et le week-end dernier, elle a catché lors du show de la AAA. Et à chaque fois qu'elle a catché dans ses shows, elle utilise un petit peu une autre gimmick, une autre personnalité, la légende Natty. Et elle est un petit peu plus en mode combattante. Et honnêtement, ce perso est beaucoup plus intéressant que le perso qu'elle utilise actuellement à la WWE, ce qui fait que beaucoup de fans espéraient que hier soir, elle allait justement utiliser son nouveau perso, mais non, pour le moment, elle reste toujours Natalya du côté de la WWE. Mais honnêtement, à la limite, je préfère qu'elle n'ait pas utilisé sa nouvelle gimmick hier soir, car hier soir, l'histoire du match, c'était pas Natalya, c'était pas de mettre en avant Natalya, hier soir, c'était de nous raconter autre chose, car en gros, Natalya a perdu au bout de 7 minutes à peu près avec le Disarmer, et derrière, vous avez Maxine Dupri qui monte sur le ring pour voir si Natalya va bien, mais là, vous avez Becky qui a attaqué Maxine, et du coup, Nikki Bella a fait son entrée pour attaquer Becky Lynch, et le segment s'est terminé avec Nikki Bella qui a porté son Rack Attack 2.0 sur la championne intercontinentale afin de relancer, on va dire, leur rivalité. Donc là, comme je vous l'ai dit hier soir, le match ne tournait pas autour de Natalya. Natalya était simplement un accessoire pour mettre en avant, on va dire, la rivalité entre Becky et Nikki Bella. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Sheamus qui se fait rapidement interrompre par Rusev. Et encore une fois, ça part en bagarre. Ils aiment trop se battre, ces deux types. Et là, vous avez Adam Pearce qui intervient. Il en peut plus, Adam Pearce. Donc il gueule et il nous annonce un nouveau match pour Clash in Paris. On aura Sheamus contre Rusev dans un good old Donnybrook match. Et donc en gros, pour info, un Donnybrook match, c'est exactement la même chose qu'un Street Fight, qu'un Extreme Rules match. C'est un match où tout est permis, il n'y a pas de disqualification et pas de décompte à l'extérieur. Et honnêtement, je pense vraiment que c'est le type de match qui peut faire kiffer la foule de la Défense Arena, surtout si Sheamus et Rusev commencent à se battre un petit peu à travers la foule, etc. Ça peut mettre une grosse ambiance dans la salle. Ensuite, on passe en coulisses et on a CM Punk qui va voir Jey Uso. Et CM Punk dit qu'il est prêt à aider Jey Uso ce soir afin d'être sûr que Jey Uso puisse se rendre à Clash in Paris. Et Jey Uso répond simplement qu'il l'apprécie, mais il ne veut pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc apparemment Jey Uso veut se débrouiller tout seul, et le segment se termine avec les deux catcheurs qui se serrent la main. Puis derrière on retrouve Adam Pearce dans le ring qui nous demande d'accueillir Naomi. Donc Naomi fait son entrée, elle monte sur le ring, et on peut voir qu'elle est très émue pendant que la foule scande son nom. Et donc là, Naomi nous diffuse un petit extrait, une petite vidéo. C'est un extrait du podcast de Stephanie McMahon où justement Naomi et Jimmy Uso ont été invités. Et donc c'est un extrait inédit. Et là, vous avez Jimmy Uso et Naomi qui nous confirment, qui nous annoncent que Naomi est enceinte. Donc c'est une magnifique nouvelle, on est méga content pour Naomi et pour Jimmy Uso. Et là, vous avez Adam Pearce qui félicite Naomi et il dit qu'il est très content pour elle. Et Naomi avait un grand sourire dans le ring, mais d'un coup, elle devient très sérieuse et elle s'énerve contre Adam Pearce. Elle dit oui c'est ça, je suis sûr que t'es très content, mais attention, je vais pas te donner mon titre. J'ai déjà dû rendre vacant mon titre une fois, donc je vais pas le faire une deuxième fois, et je te conseille de quitter le ring tout de suite, parce que mes hormones commencent un petit peu à partir dans tous les sens. Et là on peut voir Adam Pearce qui commence à paniquer, il n'a pas envie de faire face aux hormones de Naomi. Donc Adam Pearce écoute gentiment Naomi et il quitte le ring. Et là, Naomi a quelques petits trucs à nous dire et elle démarre en disant au reste du roster féminin qu'elle devrait toutes remercier Big Jimmy Uso, car sans lui, elle n'aurait jamais perdu la ceinture. Et clairement, on sent que Naomi est triste de devoir rendre son titre, mais en même temps, elle nous dit qu'il y a un côté positif, c'est que la Bloodline continue, baby. Mais surtout, Naomi nous prévient qu'elle va laisser son titre, mais elle viendra le récupérer dans un peu plus de 9 mois, et elle lance un avertissement à la personne qui sera championne à ce moment-là. Donc fin du segment et comme je l'ai dit, c'est une magnifique nouvelle pour Big Jim et Naomi. Alors bien entendu, ça arrive au mauvais moment car Naomi est littéralement dans le meilleur run de sa carrière, mais vraiment j'insiste, Naomi n'a jamais été aussi bonne, que ce soit dans le ring, mais surtout son perso, le personnage qu'elle a trouvé, elle est parfaite à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment d'un point de vue professionnel, mais en toute honnêteté, on s'en fout, car elle va tout simplement vivre l'une des plus belles choses de la vie avec son Big Jim. Et quelques petites infos supplémentaires
supplémentaires qui ont été révélés dans le podcast de Stephanie McMahon. D'abord, il faut savoir que Naomi pensait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant de manière naturelle, que c'était quasiment impossible, car elle a expliqué que quand elle était plus jeune, il y a quelques années, elle a subi 2 opérations au niveau, on va dire, de ses parties génitales, et on lui a notamment retiré un ovaire, donc elle était quasiment persuadée qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ce qui fait que ça a été une grosse surprise pour elle et pour Jimmy. Et à côté de ça, elle a révélé dans le podcast de Stephanie McMahon, qui a été tourné la semaine dernière, qu'elle était enceinte à ce moment-là de 7 semaines, ce qui veut dire que Naomi a catché enceinte lors de Evolution quand elle a cash in sa Money in the Bank et qu'elle a remporté son titre, puis également lors de SummerSlam quand elle a défendu son titre dans un match à 3. Donc je pense que c'est un record pour le petit bébé qui a participé déjà à plusieurs PLE. Ensuite, on retourne en coulisses et on a la plupart des membres de Judgment Day qui s'apprêtent à quitter l'arène. Et là, il tombe sur Dum Dum qui est en train de parler ou apparemment de négocier une entente avec El Grande Americano. Et on peut voir que Finn Balor n'est pas très content, il demande à Dum Dum ce qui se passe, mais Dum Dum dit qu'il fait simplement ce qu'il a à faire pour que Judgment Day reste au top. Mais encore une fois, à la fin du segment, on peut voir que ça n'a pas l'air de plaire à Finn Balor, et il n'a pas l'air d'apprécier le fait que Dum Dum fasse des choses en cachette. Et donc on passe au main event avec Jey Uso contre Bron Breakker dans un Extreme Rules match. Et au bout de quelques minutes, on a Jey Uso qui est en train de dominer, il se retrouve en bonne position pour remporter le match. Donc il tente d'effectuer le tombé, mais là vous avez Bronson Reed qui débarque pour empêcher Jey Uso de gagner le match. Mais du coup vous avez également LA Knight qui débarque pour s'en prendre à Bronson Reed. Et là vous avez Seth Rollins qui débarque. Donc en gros, c'était le match avec plein d'interventions. Et donc Seth Rollins s'occupe de LA Knight, puis il monte sur le ring et il porte le pedigree à Jey Uso. Et on rappelle qu'il n'y a pas de disqualification. Mais là, la musique de CM Punk retentit. CM Punk vient se battre avec Seth Rollins et les 2 catcheurs partent à travers la foule. Et il faut souligner que pendant que CM Punk et Rollins étaient en train de se battre dans le ring, à un moment, vous avez Rollins qui a poussé CM Punk sur LA Knight. Et donc, sans le faire exprès, CM Punk a fait tomber LA Knight à travers une table. Donc voilà, ça va créer encore plus de tension entre LA Knight et CM Punk. Mais donc à la fin, Jey Uso doit se débrouiller face à Bron Breakker et Bronson Reed alors qu'il est tout seul. Et là forcément les heels prennent le dessus. Jusqu'au moment où vous avez la musique du OTC qui retentit. Et donc là, vous avez Bron Breakker qui est à l'extérieur du ring. À sa droite, il y a l'entrée, donc il y a Roman Reigns qui va débarquer. Et à sa gauche, il y a Jey Uso à qui il veut porter un méga spear. Donc là, Bron Breakker hésite. Il ne sait pas quoi faire, mais au final, il décide de se concentrer vers son match. Et donc là, il commence à courir vers Jey Uso. Sauf qu'en fait, Roman Reigns est arrivé de ce côté, du côté des fans. Et donc Roman Reigns a surpris Bron Breakker avec un méga spear. Puis Roman Reigns s'est débarrassé de Bronson Reed. Et derrière, vous avez Jey Uso qui a placé Bron Breakker sur une table dans le ring et il lui a porté son Uso Splash à travers la table pour la victoire. Et attention, après le match, on a le droit à un petit peu de trash talk entre Bronson Reed et Roman Reigns et on a Roman Reigns qui donne rendez-vous à Bronson Reed à Paris. Seth Rollins débarque tout de rose vêtu, ça tombe bien, nous sommes à Philadelphie. Non, ça n'a aucun rapport. Nous sommes dans la ville de l'extrême, la ville de la EC-Dub. EC-Dub, incroyable esprit, incroyable héritage que représente cette ville pour le catch, on le sait. Nous sommes dans la ville de l'extrême et c'est pour ça que ce soir, dans le main event, nous aurons le droit à un Extreme Rules match. Ça fait plaisir d'avoir un peu de changement comparé à SmackDown et leurs 14 matchs tag team en un show. Jey Uso affrontera Bron Breakker dans un match extrême, vraiment très très cool. Vous voyez, je dis du bien de Jey Uso. Oui, monsieur le psy, ouais, vous avez vu, je dis du bien de Jey Uso, hein. Les pilules que vous m'avez signées fonctionnent très très bien, même un petit peu trop bien, hein. Si vous pouvez diminuer un petit peu la dose. Hier soir, je me suis surpris en train de regarder un match de Goldberg en 2016. Évidemment, ce match sera entrecoupé de plusieurs interventions. Bronson Reed, CM Punk et surtout Roman Reigns qui fait son 137e retour de l'année. Félicitations. Le mec a été réveillé à 17h par l'agence d'intérim. Il fallait qu'il aille faire 4 spears en urgence à Philadelphie. Il attaque bien évidemment Bronson Reed. Ça pue le match entre Bronson Reed et Roman Reigns à Clash in Paris. C'est digne d'un main event de WrestleMania ce match. Comment ça, j'ai pas le droit au sarcasme non plus? Non, c'est un petit peu... Bon d'accord. Naomi doit nous tenir au courant de la situation. Elle n'était pas présente à Raw la semaine dernière, on aimerait savoir pourquoi et on sait pourquoi elle est enceinte. Super timing. Alors je suis super heureux pour Big Jim et elle, malheureusement on va pas se le cacher, ça tombe pendant ce qui est je pense le prime de sa carrière. Je l'ai toujours adorée mais là elle n'a jamais été aussi cool et je pense que c'est la superstar féminine qui m'a diverti le plus ces dernières années. Gimmick parfaite, promo parfaite, entrée parfaite, tout était parfait avec Naomi. Son règne de championne était super, je suis tellement fan et j'aurais
tellement aimé la voir à Clash in Paris. Mais c'est un mal pour un bien évidemment. Félicitations aux futurs parents. Je leur souhaite tout le bonheur, je souhaite que l'enfant soit en bonne santé. Et j'espère que quand Naomi reviendra, elle reviendra au top, comme elle l'était ce lundi quand elle a lâché le titre. Et j'ai hâte de voir son bébé faire ses débuts dans la bloodline de Roman Reigns ou de Solo Sikoa d'ici 20 ans. Après que Becky Lynch ait défendu avec succès son titre contre Natalya, Nikki Bella intervient pour lui porter son Rack Attack. J'ai hâte de voir le match entre les deux à Clash in Paris. Oui, bah ça aussi c'était du sarcasme, mais alors? Les gens dans les commentaires adorent quand je fais du sarcasme. Bon d'accord, c'est pas vrai. Bon, oui, d'accord, oui, je reprends des pilules, j'ai compris. C'était un épisode d'Euro assez sympa, je mettrai la note de 7 sur 10. J'aime bien tout ce qui se passe autour de Io Sky, tout le monde se mêle de ses affaires, elle commence à péter un câble. Et ce que j'ai le plus kiffé, c'est les promos package de Bayley qui a l'air d'être poursuivie par son passé. Elle devient folle, ça nous tease un retour de la Bayley Prime Ding Dong Hello que j'adorais. Par pitié, un heel turn pour retrouver la vraie Bayley. Bisous de Philadelphie, merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Non, ça c'était pas du sarcasme, par contre je le pense vraiment. Alors perso, au niveau de ma conclusion, je vais démarrer avec ma star de la soirée hier soir lors de Raw. Et je vais peut-être vous surprendre car c'est une catcheuse que j'apprécie pas vraiment ces derniers mois, mais c'est Bayley. Comme vous le savez, j'avais beaucoup de mal avec Bayley ces derniers mois. Je trouvais qu'elle n'avait plus du tout de personnalité et justement, là grâce au segment qu'on a ces dernières semaines, ces petites vignettes, il se passe quelque chose avec Bayley et j'espère vraiment que ça va la relancer. À côté de ça, je tiens à féliciter Naomi et Big Jim et j'ai déjà méga hâte de voir le retour de Naomi, peu importe quand ce sera. Et pour finir, quelques petites remarques par rapport au main event. Donc comme je vous l'ai dit à la fin, on a Roman Reigns qui a donné rendez-vous à Bronson Reed à Paris. Et je pense honnêtement que c'est un bon match pour Roman Reigns parce que Bronson Reed est un bon monstre qui a bien été buildé ces derniers mois. Il commence à être de plus en plus impressionnant et imposant. Et on en avait également parlé récemment en live, mais je pense que la WWE ne veut pas aller trop vite vers les potentiels matchs entre Roman Reigns et Bron Breakker. Donc on va laisser le OTC démarrer tranquillement avec Bronson Reed et ensuite potentiellement Breakker. Et pourquoi pas plus tard, enfin un rematch contre Rollins. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!